Donc quelques points. D'abord, effectivement, nous féliciter. Merci, Monsieur le Président, d'avoir parlé de la fusion entre nos deux groupes, le groupe écologiste et le groupe Métropole Citoyenne. Donc ce groupe qui portera une parole, des critiques ou des propositions sur les différents enjeux écologiques et sociaux. Et qui d'ailleurs bénéficiera de cette règle qui veut que nous passons, après une fusion, à 20 minutes de temps de parole au lieu de 10. Merci. Non ? Alors, premier point important sur l'eau. Ça a été mentionné. D'abord, nous voudrions saluer, mais c'est un peu tard, je pense qu'ils sont partis, la présence des membres du collectif Eau-Toulouse, qui relève le défi de mettre en mouvement les citoyens à travers différents événements pour les sensibiliser à cette question qui les concerne et qui les concernera pour toutes les prochaines années. Nous voulons leur apporter tout notre soutien. D'ailleurs, nous y sommes impliqués, nous sommes proches d'eux et nous saluons leur présence et leurs actions. Nous savons qu'ils sont dans un processus visant à rassembler 53 769 signatures de façon à demander un référendum d'initiative populaire au maire de Toulouse. Au maire de Toulouse. Je laisserai effectivement, il y a des débats sur qui a la compétence d'organiser ce genre de référendum d'initiative populaire. Mais en tout cas, eux, ils essaient de sortir du cénacle de l'entre-soi de façon à mobiliser les citoyens. C'est une action ambitieuse que nous saluons. Nous avons effectivement co-signé une lettre qui est un élément de plus, qui demande à ce que sur la plateforme toulousaine collaborative de propositions citoyennes, la question qui nous sera posée le 13 décembre prochain soit aussi adressée aux habitants de Toulouse. Enfin, troisième pilier de notre action sur la question de l'eau, nous vous informons, conformément à ce que nous avons dit lors d'un conseil métropolitain précédent, que nous allons aujourd'hui adresser aux 37 maires de la métropole un appel pour organiser une votation citoyenne. Nous proposons qu'elle se tienne entre le 5 et le 10 novembre. 10 novembre, un samedi, pour finir à midi et permettre aux gens qui travaillent de venir voter. Nous allons lancer cet appel et le soumettre aux 37 maires afin qu'on puisse organiser, je l'ai dit, entre le 5 et le 10 novembre, une votation citoyenne permettant aux citoyens de faire irruption dans cet enjeu considérable et de façon à nous armer et à avoir une position exprimée par les citoyens avant les décisions qui seront prises le 13 décembre. Notre position sur la problématique de l'eau, je la rappelle clairement, c'est de métropoliser l'eau parce que ça donne plus de pouvoir aux citoyens. Ça nous permet, ça a été dit, une maîtrise de la politique tarifaire, d'anticiper le spectre de la raréfaction sans avoir une entreprise qui se soucie principalement, vous le savez tous ici, des dividendes qui seront versés en fin d'année. Il y a un décalage terrible entre l'enjeu d'approvisionner des centaines de milliers de personnes en eau et le fait d'avoir un compte de résultats en fin d'année qui permette de verser des dividendes aux actionnaires de Veolia ou Suez. Donc, le groupe Métropole Citoyenne défend clairement la régie publique pour l'eau et pour l'assainissement. Un deuxième point, Monsieur le Président, puisqu'on est dans la bonne période, je crois, sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac. On est dans la bonne période parce qu'on peut ne pas être pris par la succession des événements, sachant que la prochaine Assemblée générale ou Conseil d'administration de l'aéroport se tiendra vraisemblablement au printemps ou en début d'été prochain. Je rappelle vos déclarations. Le 10 septembre, donc c'est assez récente, vous avez déclaré qu'il y avait une stabilisation des rapports avec les actionnaires. Il serait intéressant de savoir, peut-être, Monsieur le Président, que vous expliquiez un petit peu ce que signifie cette phrase. Nous rappelons que le 30 mai, il a été décidé de verser 13,8 millions d'euros en dividendes, une fois de plus, avoir jeté 42 millions d'euros en dividendes. C'est l'équivalent de ce que faisait Je rappelle que c'est un aéroport qui a été construit par la puissance publique, par les impôts, et qu'aujourd'hui, où on peut faire cracher de l'argent, notamment avec des prix de parking hallucinants, on remet ça au privé de façon à ce qu'ils puissent extraire ces 42 millions d'euros de la sphère
directe de l'aéroport. Je pense que devant cette gestion prédatrice de cet outil essentiel pour nous, une position des 40% de parts publiques qui appartiennent donc à la Chambre de commerce, à Toulouse Métropole, à la région et au département, pourrait, en anticipation du mois de mai ou du mois de juin prochain, dire clairement que nous nous opposons à ce que 100% des bénéfices, 100% et plus des bénéfices soient reversés sous forme de dividendes. L'argent qui est gagné ou qui se transforme en profit dans cette entreprise doit être dirigé vers un fonds de réserve en cas de retournement, parce que si demain il y a la crise de 2008 ou 2009, l'activité de l'aéroport va prendre un recul de 20 ou 30%, et là, ce sera trop tard parce qu'on n'aura pas conservé un fonds de réserve. Il doit aller vers des investissements, et il doit aller évidemment aussi vers les salariés. Une parenthèse sur quelque chose qui nous a absolument étonnés. On a du mal à croire si c'est une fake news ou pas, quand on apprend que l'aéroport, enfin l'entreprise ATB, a mis en demeure, donc nous sommes à 5% actionnaires de cette entreprise, donc nous avons notre mot à dire, l'aéroport a mis en demeure une personne pour supprimer son compte Twitter avec une lettre, dont vous avez peut-être eu copie, une lettre d'un cabinet d'avocats à cette personne pour lui dire de fermer son compte Twitter, un compte Twitter qui protestait contre le bruit fait par les avions la nuit. Donc nous avons là une entreprise qui essaie d'intervenir à travers une procédure judiciaire menaçante auprès d'une personne pour lui faire fermer son compte Twitter. C'est absolument incroyable et j'espère que ce sera condamné avec force par l'actionnariat que nous sommes. Si c'est exact, parce qu'on a même du mal à le croire. Sur un des derniers points, 7 minutes 41, tout va bien. Sur le projet de fusion, effectivement, nous aussi, Monsieur le Président, vous pourrez aisément comprendre que nous avons une réaction d'étonnement quand on apprend par la presse ces réunions secrètes où la presse se fait écho de certaines choses qui auraient été dites. Moi, je trouve que ça fait, alors là, totalement ancien monde. Je vous remercie cependant, lors du dernier dîner des maires, d'avoir donné quelques éclaircissements sur la rencontre précédente. Il me semble qu'ici, devant l'Assemblée d'élus que nous sommes, il serait essentiel, important, de dire ce qui se passe et même d'avoir un débat au sein de cette communauté, de ce conseil, parce que ce sont des enjeux extrêmement importants et on a l'impression que nous sommes tenus à l'écart et que ces quelques barons seulement peuvent aller voir le roi qui discute de l'avenir de plusieurs départements. Ne le prenez pas mal, Monsieur le Président. Hein. Enfin, il y a 4 ou 5 barons et une baronne, et une baronne, et une baronne. Mais ça fait un peu ça quand même, hein, les réunions secrètes où on ne sait pas ce qui se dit, il y a un peu de cela. Sur la fusion, nous considérons plusieurs remarques. Nous considérons qu'évidemment, c'est des choses qui ne peuvent pas se faire à la hussarde. Nous sommes un peu surpris de voir qu'on parle d'une fusion des compétences en 2020-2021, mais pas d'élection au suffrage universel, cela sera en 2026, comme si on mettait en avant d'abord la structure technocratique et non pas l'expression démocratique des personnes. Manifester une inquiétude, parce qu'aujourd'hui, effectivement, le conseil départemental est proche des communes, l'aide sur certains dossiers où des fois on a du mal dans certaines autres instances. Le conseil départemental est souvent présent à nos côtés. Donc, quid de d'une éventuelle fusion, d'une éventuelle disparition ? Il vous reste 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes. Alors, je passe mes fiches pour voir. Oui, l'inquiétude de l'hyperdépendance des communes, car nous avons aujourd'hui 2 interlocuteurs. Il serait bon d'ailleurs de savoir ce qui s'est passé depuis la fusion des compétences sur des sujets comme la prévention spécialisée ou le FSL, qui a été, si je ne me trompe pas, et les routes, qui ont été transférées du département à la métropole, d'avoir un bilan là-dessus. Je conclurai sur l'anniversaire, donc effectivement, de la Ve République, que mes prédécesseurs ont mentionné, et pour vous dire à quel point, effectivement, ça a été dit par Pierre Cohen, je crois, à quel point il est incroyable ou atypique d'avoir un président de la République nommé pour 5 ans, avec tous les pouvoirs qu'il a, avec toute la protection dont il bénéficie. Si vous vous tournez vers l'Europe entière, il n'y a pas d'autres exemples que la France. Il n'y en a pas. Dans les autres pays, ce sont des campagnes électorales, ce sont des campagnes législatives, ça amène à un Premier ministre avec un gouvernement. Et si
il y a un désaccord qui se met en place. Si ça ne marche pas, on change de Premier ministre. Ce n'est pas gravissime. C'est arrivé en Espagne récemment, c'est arrivé dans plusieurs pays. Et moi, je vous invite, sans vouloir faire du prosélytisme, vraiment à réfléchir au caractère atypique de la République française, d'avoir un président de la République élu avec autant de pouvoir pour 5 ans. Ça n'existe dans aucun autre pays que la France. Merci.